Bonsoir, nous sommes le vendredi 13 mai, nouvelle édition de votre journal de fin de semaine. Merci de nous retrouver sur TV Fil 78. Tout de suite, les sujets que nous allons développer au cours de la prochaine demi-heure. Le département s'engage pour l'insertion professionnelle. Hier, jeudi 12 mai, à Versailles, Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines et de l'agence Activité, a signé le pacte territorial d'insertion 2016-2017. Il a également signé 3 conventions de partenariat en faveur de l'insertion des Yvelinois en difficulté avec l'État, la direction territoriale de Pôle emploi et la caisse d'allocation familiale. Nous y reviendrons. Quelle est la situation du Front National dans les Yvelines? Pour en parler, notre invité Philippe Chevrier, il a été récemment démis de ses fonctions de secrétaire départemental, mais reste membre du parti. Nous ferons le point avec lui. Et comme chaque vendredi, le zapping de l'information locale depuis lundi avec la mobilisation contre la loi travail, la réélection du conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ou encore la première réaction du nouveau président de l'université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Didier Guillemot. Et je vous le disais en titre, le 12 mai à Versailles, Pierre Bédier, président du conseil départemental et de l'agence Activity, a signé le pacte territorial d'insertion pour l'année 2016-2017. En plus de ce pacte, de 3 conventions ont été signées avec l'État, la direction territoriale de Pôle emploi et la caisse d'allocation familiale. À la clé, de nombreux emplois pour les bénéficiaires du RSA, mais aussi les personnes les plus éloignées du monde du travail. Une signature qui marque une continuité dans la politique du département en faveur de l'insertion professionnelle et de la coopération des acteurs locaux de l'emploi. Écoutez. Donc les Yvelines aujourd'hui connaissent un vrai problème d'insertion. Donc l'année dernière, nous avons créé l'agence Activity pour avoir l'outil et cet outil progressivement se met en place et c'est un outil partenarial. Donc c'est un partenariat avec Pôle emploi. Pôle emploi, c'est l'accès à de l'information, l'accès à de la formation. C'est aussi avec la CAF qui administre le RSA et qui donc à ce titre nous aide aussi à contrôler le bon usage de nos fonds. Et puis c'est naturellement un partenariat avec l'ensemble des services de l'État. Donc ce que nous avons scellé aujourd'hui, ce sont des conventions de travail pour rendre opérationnelle cette agence Activity que nous venons de créer. On travaille en coopération depuis 1 an avec le département, avec Activity. On a commencé avec 16 conseillers sur l'accompagnement global, 16 travailleurs sociaux. Et là, sur cette convention, on renouvelle et en plus on amplifie. C'est que 6 nouveaux conseillers au 1er juin viennent rejoindre l'équipe, 6 travailleurs sociaux complémentaires. Et on va aller chercher davantage de force d'action parce que les dispositifs qui fonctionnent, on les cultive, on les amplifie. Et là, on est sur, depuis le début du dispositif, à près de 600 retours à l'emploi. Éducation à présent. Chaque année, depuis 2003, des centaines d'enfants saint-quentinois participent au projet Enfants en scène, un projet musical piloté par l'Association pour la musique de Saint-Quentin en Yvelines afin de faire découvrir aux enfants la musique classique et de les faire participer également à un spectacle de haut niveau artistique. Séphora Namani et Guillaume Lesquer ont retrouvé hier 2 classes de CE2 et CM2 de l'école régionale de la Verrière pendant leur répétition. Regardez, écoutez. D'habitude plutôt sensible à la variété ou au rap, c'est bien l'opéra L'Arche de Noé de Benjamin Britten que ces enfants apprennent avec motivation. Ils font partie des 300 élèves saint-quentinois retenus cette année pour participer au projet Enfants en scène, un projet piloté depuis 2003 par l'Association pour la musique à Saint-Quentin en Yvelines. En 13 ans, plus de 4000 élèves ont pu bénéficier de ce programme. Pour nous, l'Arche de Noé n'est pas un sujet religieux, c'est un sujet historique, c'est un mythe fondateur de l'humanité. Le déluge existe dans toutes les religions, dans toutes les cultures. Notre but est vraiment de réunir tout le monde. Il y a beaucoup trop de séparation, de communautés. C'est bien, tu chantes, t'es heureux. La musique classique, c'est intéressant, c'est plus doux, c'est plus calme. 1 heure par semaine depuis début octobre, ces 2 classes de l'école régionale de la Verrière s'initient à la musique classique. Ce projet culturel a pour but de faire participer les enfants à un spectacle musical de haut niveau artistique et à des concerts d'initiation au secret d'un orchestre. On leur explique que leur instrument, ça va être la voix. Donc on explique un petit peu comment fonctionne la voix, comment on la protège, comment on l'utilise. Donc ils découvrent toutes les richesses de leur propre voix. Des exercices de mise en corps, de mise en voix, de l'exercice de relaxation, exercice de concentration. Et puis par la musique, par la joie de la musique, les faire grandir.
Au mois de juin, les 42 enfants de la Verrière rejoindront sur la scène du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines une centaine d'enfants des écoles de Trappes, 45 écoliers élancourtois et 44 élèves ignimontains. Ils seront accompagnés sur scène par de nombreux artistes dont l'orchestre Prométhée et les solistes de la Ville-Dieu. 2 représentations sont prévues devant les parents les 18 et 19 juin prochains. Et cinéma à présent, pas besoin d'aller à Cannes pour apprécier le 7e art, direction simplement Montigny-le-Bretonneux. Les élèves de première du bac professionnel électrotechnique de l'IFA de Lorozois ont participé à un atelier court-métrage sur 3 jours. Guillaume Lesquier et Camille Lambert ont rencontré des apprentis acteurs, réalisateurs mais aussi scénaristes. Annonce. Séquence 1, plan 3, prise 1. Action. Silence, ça tourne. 8 apprentis électroniciens de l'Institut de formation par alternance Robert de Lorozois à Montigny-le-Bretonneux se sont réunis pour la réalisation de leur court-métrage. Une création originale de ces élèves de première, ils travaillent sur le projet depuis son écriture. C'est intéressant de construire un film de A à Z, de le tourner, de participer, de faire le dialogue, de faire une scène d'action, tout ça. Les jeunes cinéastes ne sont pas seuls, des professeurs et professionnels les encadrent tout au long du projet. Cependant, ils n'interviennent pas dans le choix du sujet traité, laissant libre cours aux envies des étudiants. Pour ce projet en particulier, ils ont décidé d'aborder le thème des attentats sous forme d'un huis clos. Annonce. C'est un tournage qui dure 2-3 jours en fonction des projets. Et chaque année, en fonction des groupes, les sujets changent. Et cette année, ils voulaient parler particulièrement de la religion. Cet atelier existe depuis déjà 10 ans à l'IFA dans le cadre des projets pédagogiques proposés aux élèves en parallèle de leurs études. Séquence 1-5, prise 1. L'idée, c'est de ne pas nous focaliser sur le métier, mais essayer de proposer des activités qui, en même temps, ça fait partie de leur cursus scolaire et en même temps, qui découvrent quelque chose qu'ils n'ont pas l'occasion de voir ailleurs. Le film ne sera pas visible par le public une fois fini, mais il sera présenté à différents concours et festivals, de quoi donner l'envie aux étudiants de se lancer dans la profession. Grâce, je pense, à cet atelier, peut-être que je pourrais continuer dans cette filière. Prochaine étape pour les jeunes artistes, le montage. Il faudra encore être patient pour la montée des marches à Cannes. Et parlons politique. À présent, nous recevons aujourd'hui en plateau Philippe Chevrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu Front National et pendant 8 ans secrétaire départemental du Front National dans les Yvelines. C'est justement sur ce sujet que nous allons revenir. Vous avez été démis de vos fonctions le 2 mai dernier car vous avez participé au rassemblement du 1er mai aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Lundi dernier, vous donniez une conférence de presse à ce sujet. On fait le point. Aujourd'hui, vous saviez que ces décisions allaient être accueillies comme ça de la part du Front National ? Non, d'ailleurs je n'avais reçu aucune interdiction d'aller à ce dépôt de gerbes, donc à la statue de Jeanne d'Arc, chose que d'ailleurs on fait depuis 40 ans, que Marine a fait depuis 20 ans. Cette fois-ci elle avait décidé de changer la formule, mais elle n'avait émis aucune interdiction officielle, en tout cas je n'ai reçu aucun message comme quoi nous ne devions pas y aller. Donc j'ai été très surpris des décisions qui ont été prises. C'est une décision brutale selon vous ? Ah, plus que brutale, oui. Oui, soudaine et brutale. Oui. Vous restez quand même membre du parti ? Oui, alors c'est d'autant plus étonnant que j'ai toujours eu les félicitations sur la manière dont j'avais géré les affaires dans le 78. Donc voilà, donc je reste dans le parti, bien entendu. J'attends la suite. Peut-être qu'il y aura des sanctions supplémentaires. Mais en tout cas, de mon point de vue, j'attends. Je suis dans l'expectative. Alors, vous sortez du groupe FN en tant que conseiller régional et vous allez maintenant siéger en tant que non-inscrit. Absolument, absolument. Ça, c'est une autre affaire. C'est que je ne suis pas très satisfait de la manière dont le groupe du Front National, donc au conseil régional, se comporte. Pour quelle raison ? À la fois vis-à-vis de la présidente, une certaine agressivité que j'ai du mal à comprendre, d'autant que nous sommes un groupe assez petit, de 22 élus. On aurait pu en avoir 40, mais enfin, le sort a fait qu'on n'en a eu que 22. Donc nous revenons au conseil régional. Les dossiers, nous ne les connaissons pas très bien. Il faut se mettre au courant. Je pense qu'un peu de calme et de sérénité et de désir d'apprendre
aurait dû imprégner ce démarrage. Il n'a pas été ainsi. Il y a eu une agressivité assez forte vis-à-vis de Valérie Pécresse et pendant les séances, des invectives entre les bancs de la gauche et ceux du Front National. C'est pas tout à fait mon style, c'est pas comme ça que je veux travailler. Donc, ce n'est pas une volonté pour vous de vous dissocier du parti et de vous en éloigner? Non, je suis absolument en accord avec le programme. J'ai un petit souci sur la capacité des gens qui sont en place pour le mettre en place. Je ne suis pas certain que cette capacité soit au rendez-vous. Mais le programme tel qu'il est écrit, en tout cas, et tel qu'il existe, sous réserve qu'il change là, dans les jours qui viennent, avec la présidentielle, actuellement, il me convient très bien. J'y avais même participé. Les personnes qui ne sont pas en capacité, c'est Marine Le Pen que vous visez? Non, plutôt son entourage, plutôt le bureau exécutif, le bureau politique et les gens qui l'entourent, d'une manière générale. Je ne les vois pas aujourd'hui, puisque maintenant, les choses sont sérieuses. C'est-à-dire que Marine Le Pen, vu les erreurs que font à la fois la droite et la gauche, Marine Le Pen se trouve en position, éventuellement, de l'emporter à la présidentielle. Donc là, maintenant, on peut se poser la question de savoir si véritablement ces équipes CES sont en capacité de gouverner la France. Alors vous parlez des erreurs de la gauche, de la droite. Pourtant, voilà, vous parliez également d'une refonte du FN lors de votre conférence de presse lundi dernier. Est-ce que, selon vous, il faut créer un nouveau parti après toutes ces dissensions qu'il y en a quand même? On ne peut pas passer à côté. Un nouveau parti, c'est peut-être aller un petit peu vite. Commençons déjà par libérer le parti actuel. Je pense que ces structures sont trop... si vous voulez, à l'image de ce qu'était son président à l'époque, comme d'ailleurs les structures de la Ve République sont à l'image du général de Gaulle. Après, évidemment, pour les successeurs, ça pose quelques difficultés pour ceux qui n'ont pas véritablement toute la légitimité de celui qui a créé la chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, certes, il y a une élection tout à fait légitime de la présidence, absolument indiscutable, et tout à fait démocratique, mais après, dans l'exercice de son pouvoir, si vous voulez, elle est amenée à désigner les gens du bureau politique, à désigner les gens du bureau exécutif. Et du coup, je veux dire, ils ne sont pas, en tout cas, forcément voulus ou désirés par les militants. Et là, il y a un gap qui se produit. Et non seulement un gap, mais tout va bien tant que la présidente ou le président suit un cap très précis et reste dans cette ligne. Or, aujourd'hui, on voit au Front National que ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que de la défense des valeurs fondamentales de la famille, on passe à des déclarations plutôt en faveur de LGBT. Donc, il est clair que c'est sur le plan purement sociétal. On peut se poser les militants peuvent se poser des questions. Est-ce que d'autres élus partagent voilà, votre opinion et qu'il n'y a pas une ligne directrice bien claire? Écoutez, je pense qu'on va commencer à en parler parce que jusqu'à présent, personne n'avait bougé. Mais enfin, je sens quand même qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. Donc voilà, je suis le premier à bouger. Je pense qu'il y en aura d'autres. Mais puisque vous me parliez de la question de la capacité de ces gens, il y a une question en particulier qui me paraît très importante, qui différencie le Front National des autres partis, c'est la sortie de l'euro. Or, à mon avis, à partir du moment où vous sortez de l'euro, vous êtes élu sur cette orientation de sortir de l'euro. Pourquoi faire un référendum? Pourquoi prendre 6 mois pour sortir de l'euro? Pour moi, c'est clairement une indication, moi qui suis économiste, c'est clairement une indication qu'on ne souhaite plus sortir de l'euro. Car quand vous êtes élu sur quelque chose qui est aussi différenciant par rapport aux autres, vous le faites. Peut-être deux lignes, celle de Jean-Marie Le Pen et celle de Marine Le Pen. J'aimerais qu'on revienne juste sur les événements du 1er mai. Marie-Christine Arnautu, donc vice-présidente du Front National, qui est également votre compagne, et Bruno Gollnisch étaient aussi présents à la manifestation du 1er mai si la démission de M. Gollnisch a été refusée par la présidente du Front National. En revanche, Marie-Christine Arnautu sera convoquée devant les instances disciplinaires du Front National. Il y a vraiment une volonté de punir, d'écarter ceux qui restent quand même fidèles un petit peu à Jean-Marie Le Pen? Il ressemble, oui. Je crois que vous faites une très bonne analyse. Oui, alors maintenant, on verra jusqu'où. Ça veut dire qu'il y a une partie peut-être du Front National qui va peut-être partir et laisser la place à peut-être des jeunes ou des nouvelles personnalités? Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que fidèle à Jean-Marie Le Pen humainement, ça ne veut pas dire que nécessairement ces personnes sont dans la ligne politique de Jean-Marie Le Pen.
En ce qui me concerne personnellement, j'étais plutôt dans la ligne nouvelle de Marine. Donc tout ça est un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est plus des relations, à mon avis, personnelles. Il faut couper toute relation. Plus, à mon avis, si on veut trouver une raison à tout ça, elle est plus d'ordre psychique que d'ordre politique. Ces dissensions montrent quand même qu'il y a un problème dans le parti, que le parti va un petit peu mal, que c'est difficile en fait de peut-être le gérer aussi. Le parti il va pas très bien. Depuis 1 an, les adhésions se raréfient. Beaucoup de cadres s'en vont. Beaucoup d'adhérents s'en vont, ne renouvellent pas leur cotisation. Il ne va pas si bien que cela, non. Oui. Vos relations aujourd'hui avec Marine Le Pen? Inexistantes. Inexistantes. Pourtant, vous sembliez plutôt proche. On a certaines images qui montrent qu'on vous avait sur des reportages, vous étiez plutôt à ses côtés. Vous avez l'air d'avoir plutôt une bonne entente avec elle. Oui, mais il faut être 2 pour s'aimer. Vous le savez, dans la vie, c'est comme ça. Bon, apparemment, ma tête ne lui revient pas actuellement, donc ça changera peut-être. Si on revient du côté vraiment plus local, le fait que vous ayez perdu donc, votre poste de secrétaire départemental que vous occupiez quand même depuis 8 ans, est-ce que cela va remettre en cause le Front National dans les Yvelines? Ça a créé un grave déséquilibre? Je pense que ça ne va pas être si facile que ça, mais bon, je souhaite quand même que ça se passe bien. Je veux dire, ces équipes, c'est un peu moi qui les ai créées, de rien, en 2008. Donc, j'y suis attaché. Et j'aimerais bien qu'il continue le travail accompli. Dans le cadre du programme tel qu'il est défini. Maintenant, si le programme change, voilà, tout le monde est libre. Vous savez qui va vous succéder? On parle de François Simeoni, qui est numéro 2, élu à Versailles. C'est possible. C'est une bonne chose? Il y a d'autres candidatures. Pourquoi pas? Enfin, c'est un homme d'expérience. Bon, voilà, donc pourquoi pas? Mais il y a d'autres candidats très bons aussi. C'est révélateur quand même de mettre de nouvelles têtes. Il y a un nouveau changement, peut-être en vue de 2017? Oui, alors la tête, ça ne suffit pas. Il faut que la personne qui soit nommée soit fédératrice, qu'elle sache accepter éventuellement des gens qui ne sont pas forcément de sa ligne politique. Parce que le 78, il est très divers. Vous le savez, il y a la partie proche de Paris, qui est plutôt versaillaise, vous voyez ce que je veux dire, un peu traditionnelle. Et puis vous avez les parties Mantes-la-Ville, etc., Trappes, ou alors c'est plutôt beaucoup plus populaire. Ce sont 2 populations du Front National, pour des raisons quand même un peu différentes, ça ne vous échappe pas, qui sont ensemble. Bon, il faut les fédérer. Si vous prenez quelqu'un qui est plutôt de l'un ou de l'autre, ça va créer quelques problèmes. Merci à Philippe Chevrier d'être venu sur notre plateau et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Et comme chaque vendredi, nous passons maintenant à l'essentiel de l'actualité, le zapping des sujets développés dans ce journal depuis lundi. Regardez. Michel Logier, président de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une soirée sans suspense et sans surprise. Le 9 mai dernier, Michel Logier est réélu président du conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines suite à l'annulation du vote du 9 janvier par le tribunal administratif de Versailles. Avec 43 voix sur 46 suffrages exprimés, le maire de Montigny-le-Bretonneux reprend son poste. Une partie des délibérations du mois de janvier ont été annulées par le tribunal, tout ça parce qu'il y avait un filtrage à l'entrée alors que nous étions dans une situation d'état d'urgence. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de temps pour rien. Il y a certains votes auxquels on n'a pas participé, tout ce qui concernait l'exécutif, puisque de nouveau on en est exclu, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des communes qui méritent d'être représentées avec des vraies délégations, puis il y a les sous-communes. Et dans l'actualité locale et nationale, Aurore Berger, élue Les Républicains dans l'opposition à Manille Hameau, a dénoncé le sexisme dont elle a été victime. Elle a déploré sur Twitter, comme vous le voyez, les remarques déplacées de ses collègues masculins après la révélation des accusations contre Denis Baupin. Les faits se seraient déroulés au lendemain des accusations de harcèlement sexuel lancées à l'encontre du député écologiste lors du conseil d'agglomération de lundi soir dans lequel elle a siégé. Il faut que l'Université de Versailles soit force de proposition. Elle l'est déjà. Mais il faut que institutionnellement, politiquement, l'UVSQ porte des projets vers Paris-Saclay, de façon à ce que Paris-Saclay, ce soit aussi le département des Yvelines et l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. La première chose que je vais faire, comme je l'avais annoncé, c'est que je vais créer une task force Paris-Saclay, en impliquant les collègues les plus impliqués dans la dynamique, de façon à ce qu'il y ait une coordination et nous allons mettre au point une stratégie. Le gouvernement qui a annoncé l'usage du 49.3 pour faire passer le texte en force.
Pour les manifestants, c'est un déni total de démocratie. Il y a eu un débat parlementaire qui devait avoir lieu où le gouvernement s'est rendu compte qu'il n'avait pas la majorité au sein de ce Parlement pour faire voter la loi et malheureusement ils ont choisi de faire un déni de démocratie. Dans les Yvelines, c'est l'agence Activity qui a été désignée comme coordinateur départemental. L'objectif de ce groupement d'intérêt public, travailler directement avec les acteurs locaux de l'emploi pour donner aux Yvelinois en parcours d'insertion un accès à l'emploi durable. C'est d'abord la démarche d'insertion professionnelle qui nous intéresse, puisque ce sera les attributaires du RSA yvelinois qui seront prioritaires pour l'accès aux 7% d'heures réservées sur le chantier au processus d'insertion. 110 églises à travers toute la France, mais pas encore de temple. C'est au Chénet qu'il prend forme. D'une surface de 6240 m², il pourra accueillir jusqu'à 100 adeptes par jour. Il permettra aussi aux pratiquants de se marier. C'est ici, il y a 66 ans, dans cette maison, Jean Monnet rédigeait la déclaration historique que Robert Schuman allait adresser à l'Europe le 9 mai 1960. Un symbole de l'origine de l'Union européenne qui est venu visiter Haarlem-Désir pour célébrer la fête de l'Europe. Dimanche 8 mai, la France a commémoré le 71e anniversaire de la fin de cette guerre en 1945. Un rendez-vous incontournable pour Mani les Hameaux et pour ses élèves qui ont réalisé, comme chaque année, un livre infini. À cette occasion, ils écrivent les noms des morts pour la France manicois dans un livre qui est reproduit chaque année. L'ancien collège Bergson, fermé depuis 2007, va être détruit. À sa place, un pôle culturel et des logements devraient sortir de terre pour la rentrée 2020. Le tout pour un budget total de 11 millions d'euros. En mai, je dis ce qu'il me plaît. Ce mois-ci, Guyancourt donne la parole aux jeunes pour connaître leurs besoins et les associer aux décisions de la mairie. Ce mardi soir, une trentaine de jeunes âgés de 11 à 25 ans ont répondu à l'appel. Ils sont venus assister à la première consultation publique. Fermée au public depuis 2007, la Galerie des Carrosses vient de rouvrir grâce au mécénat de la Fondation Michelin. La surface d'exposition a doublé et s'étend à présent sur plus de 1000 m². Elle présente l'une des plus importantes collections de carrosses d'Europe entièrement restaurées. Et après ce résumé de la semaine, retour de notre séquence regard de jeunes sur l'actualité, comment les plus jeunes perçoivent l'information locale mais aussi nationale, les réponses des élèves du collège des Saules à Guyancourt, Séphora Namani et Arnaud Lebrun. Le Festival de Cannes, il se passe en France et que surtout il y a des stars qui viennent de tout le monde entier ici, ça fait un peu de la pub. Pour moi, le Festival de Cannes, ça représente toutes les stars qui viennent au festival. On peut rencontrer nos stars et on peut voir les différents films. Pour pouvoir savoir c'est lequel le meilleur film. S'il y a des stars qui viennent et que des fois ils font des concerts, ça évite aux gens aussi de payer pour aller les voir. Le cinéma, ça nous divertit. Quand on fait du cinéma, on peut un peu raconter un peu n'importe quoi et s'exprimer. Ce que j'aime bien dans le cinéma, c'est les effets spéciaux et tout. On en parle depuis longtemps et ça commence de plus en plus à poser problème. On voit des changements de temps qui commencent vraiment à être très étranges. Les saisons sont quasiment plus respectées, ça devient difficile pour nous, quoi. Je sens que ça sent pas très bon à cause des pots d'échappement. Aussi, par exemple, un jour j'étais allée à la mer et quand je suis rentrée chez moi, quand je suis sortie de la voiture, j'ai senti tout de suite la différence entre la mer et la pollution. Avec la pollution, il n'y a plus d'arbres et sans arbres, on n'a plus de respiration. Oui, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose parce que sinon, il peut y avoir des animaux qui disparaissent ou alors la nature elle peut un peu se décomposer. C'est un gros problème, il faut faire quelque chose. Et la COP21, j'ai l'impression qu'elle n'a pas beaucoup servi. Enfin, ils ont pris des résolutions, mais quand même, je ne vois pas vraiment de changement pour l'instant. Même si ce n'est pas censé être tout de suite, mais... Il faudrait organiser un peu plus de nettoyons la nature. Essayer de faire un système pour pas que l'air s'échappe. Il faudrait faire quelque chose contre ça, parce que je ne vois pas pourquoi les femmes ont moins de qualité que les hommes. Normalement, on est tous égaux. Je trouve que c'est pas très intelligent parce que tout le monde dit qu'il faut l'égalité entre les hommes et les femmes. Le sexisme, c'est pas qu'en politique, c'est dans tous les métiers. Donc si on voulait vraiment parler de ça, il faut faire globalement, quoi.
Le président de la République pourrait, par exemple, parler. On le montrerait aux infos. Il pourrait parler à toute la France de ça. De dire qu'il faut, par exemple, qu'il ne faut jamais faire ça. On pourrait élire quelqu'un qui réglerait tout ça. Enfin, je ne sais pas si ça existe déjà une loi contre le sexisme, peut-être, mais peut-être punir plus sévèrement. Parce que bon, juste dire que c'est mal et tout, ça suffira pas. Il faut vraiment agir, surtout si c'est fait par des politiciens, alors que ceux qui sont censés faire les lois, bonjour l'exemple. Et avant de refermer ce journal, un mot à présent des sujets que nous développerons à partir de mardi dans notre nouvelle édition, car vous le savez, le lundi 16 mai est un jour férié, c'est le lundi de Pentecôte. Nous reviendrons sur l'inauguration de la place des Douves à Voisins, le Bretonneux. Elle aura lieu samedi 14 mai à 11h30, une inauguration qui intervient après 10 semaines de travaux. Nous reviendrons également sur l'un des grands rendez-vous de la saison sportive morpasienne. Samedi 14 et dimanche 15 mai, le Parc des Sports du Bout des Clos accueille la Morpa Yvelines Cup, tournoi international de jeunes footballeurs. Près de 900 joueurs vont s'affronter dans les catégories de U11 à U17. Des équipes venant de Belgique et des Pays-Bas rencontreront de jeunes joueurs de Morpa, de Paris ou encore du Loiret. Et puis il sera aussi question de cinéma. Toute la semaine, retrouvez une série de reportages spécialement dédiés aux Yvelinois présents au Festival de Cannes. C'est à présent la fin de cette édition. Dans un instant, vos idées sorties et loisirs avec Sephora Namani dans le 7-8 Week-end. Rendez-vous mardi à 18h en direct pour un nouveau journal. Replay de nos reportages et émissions sur le site internet de la chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.